C'est le 1er novembre, la Toussaint. Une date sacrée, n'est-ce pas? Une date inscrite au fer rouge dans le calendrier de nos cœurs, ce jour où le ciel de Paris semble toujours s'habiller d'un gris mélancolique pour s'accorder au deuil des vivants. Imaginez, mes chers amis, l'allée principale du cimetière du Père-Lachaise. Il fait froid, un froid humide qui pénètre les os, surtout ceux de Madeleine. À 78 ans, chaque pas est une petite victoire sur l'arthrose, une victoire sur la fatigue, une victoire sur le temps qui passe inexorablement. Elle serre contre son manteau de laine bouillie, un peu usé au coude, mais toujours impeccable, un énorme bouquet de chrysanthèmes jaunes. Le jaune, la couleur de la lumière, pour éclairer le sommeil de Marcel. Marcel, son époux, son amour, sa moitié partie, il y a 10 ans déjà. 10 ans de silence, 10 ans de solitude, meublés par des souvenirs, et cette visite rituelle, immuable. Madeleine avance lentement sur les pavés glissants, recouverts d'un tapis de feuilles mortes que l'automne a sacrifiées. Elle connaît le chemin par cœur. Elle pourrait le faire les yeux fermés, guidée par l'amour et l'habitude. Division 42. 3e allée à droite sous le grand chêne centenaire, dont les racines soulèvent un peu le bitume. C'est là que repose Marcel. C'est là qu'elle a acheté, au prix des économies d'une vie de labeur, cette concession à perpétuité. Le mot est important, perpétuité, pour toujours. Un pacte d'éternité signé devant les hommes et devant Dieu. Elle respire difficilement, la buée sort de sa bouche, mais son cœur se réchauffe à l'idée de nettoyer la pierre, de lui parler un peu, de lui raconter que l'hiver arrive et que le chauffage coûte de plus en plus cher. Elle arrive enfin à l'emplacement. Elle lève les yeux, un sourire tendre, prêt à éclore sur ses lèvres gercées. Et là, mes amis, le temps s'arrête. Le bouquet de chrysanthèmes glisse de ses mains gantées et s'écrase lourdement dans la boue. Ce n'est pas possible. C'est un cauchemar. Elle doit se tromper d'allée. Elle nettoie ses lunettes frénétiquement, la main tremblante, le souffle court. Elle regarde à nouveau. La tombe de marbre gris, celle qu'elle avait choisie avec Marcel, celle où son nom était gravé en lettres d'or. Elle n'est plus là. À la place, une dalle d'un granit noir froid, brillant, insolent de nouveauté. Et sur la stèle, pas de famille Leroux. Non. Il est inscrit famille Dupont. Madeleine vacille. Le monde tangue autour d'elle. Les arbres semblent se pencher pour l'étouffer. Elle s'agrippe à la grille de la tombe voisine pour ne pas s'effondrer. Où est Marcel? Où est son mari? On ne vole pas une tombe, voyons. On ne déménage pas les morts comme on déménage un meuble encombrant. Une angoisse terrible, viscérale, lui tord le ventre. Est-elle devenue folle? Est-ce Alzheimer qui commence ce spectre qui hante tous les gens de son âge? Non, elle reconnaît le chêne. Elle reconnaît la fissure sur le muret d'à côté. C'est bien la place de Marcel. Mais Marcel n'est plus là. À sa place des inconnus. Une usurpation. Un viol. Imaginez la scène, la détresse de cette petite dame seule, au milieu de cette ville des morts, sous la pluie fine, qui commence à tomber mêlant ses gouttes aux larmes qui coulent sur ses joues parcheminées. Elle se sent minuscule face à l'administration, face à l'absurdité de la situation. Elle se traîne jusqu'au bureau de la conservation du cimetière, à l'entrée. Ses jambes sont en coton. Elle entre dans le bureau surchauffé, où règne cette odeur particulière de vieux papier et de cire. Le conservateur, un homme d'une 50aine d'années, lève la tête de ses registres, surpris par l'état de décomposition morale de la vieille dame qui se tient devant lui, trempée à garde. « Madame, je peux vous aider ?» demande-t-il avec une politesse administrative. Madeleine, la voix brisée, explique. Elle bafouille. Elle parle de Marcel de la concession numéro 84B. L'homme fronce les sourcils. Il tapote sur son clavier d'ordinateur. Le silence qui suit est insoutenable. On n'entend que le tic-tac de l'horloge murale et le bourdonnement du radiateur. Puis le visage du conservateur change. Il devient grave gêné. Il se racle la gorge. « Madame Leroux, je vois ici que la concession a fait l'objet d'une procédure de rétrocession le mois dernier.
L'acte a été signé, la tombe a été libérée et revendue. Tout est en règle. Rétrocession. Le mot claque comme un coup de fouet. Madeleine ne comprend pas. Mais je n'ai rien signé, je n'ai rien vendu. C'est la maison de mon mari, c'est ma future maison. Le conservateur tourne son écran vers elle. Il lui montre un document scanné. Regardez, madame, voici l'acte de cession. Il y a votre signature ici en bas, et celle de votre fils, monsieur Jacques Leroux, qui a agi en tant que facilitateur. Madeleine s'approche. Elle voit la signature. C'est une imitation maladroite de la sienne, une fausse signature. Mais ce qui la tue, ce n'est pas le faux, c'est le nom à côté. Jacques, son fils, son unique enfant. Le retour vers son petit appartement du 18e arrondissement est un calvaire. Elle ne sent plus le froid. Elle ne sent plus rien sinon une brûlure intense dans la poitrine, là où le cœur d'une mère se brise. Jacques, son petit Jacques, qu'elle a bercé, qu'elle a nourri, pour qui elle et Marcel se sont privés toute leur vie. Jacques, qui a eu les plus beaux jouets, les meilleures écoles malgré leurs revenus modestes d'ouvrier et de couturière. Jacques, qui aujourd'hui a 50 ans, qui n'a jamais rien construit, qui a tout flambé, ses mariages, ses emplois, son héritage moral. Et maintenant, il a vendu son père. Il a vendu les os de son père pour de l'argent. Arrivée chez elle, elle s'assoit dans son fauteuil en velours, celui qui fait face à la télévision éteinte. Elle ne l'allume pas. Elle attend. Elle sait qu'il va passer. Il passe toujours le 1er du mois, non pas pour la voir, mais pour vérifier si elle a besoin de quelque chose. Une phrase codée qui signifie « Maman, as-tu un peu de liquide ?» Elle regarde les photos sur le buffet. Marcel, fier le jour de leur mariage. Jacques, bébé joufflu et innocent. Jacques a 20 ans, le regard déjà fuyant. Comment un enfant peut-il devenir le bourreau de ses parents? C'est la question éternelle, n'est-ce pas? Celle qui hante les couloirs des maisons de retraite et les cabinets des notaires. La clé tourne dans la serrure vers 18 heures. Jacques entre. Il porte ce blouson en cuir trop jeune pour lui, une cigarette éteinte au coin des lèvres. Il a l'air nerveux comme toujours, cet air de celui qui doit de l'argent à des gens peu recommandables. « Salut, maman, t'es là dans le noir, ça va pas, t'as l'air d'avoir vu un fantôme. » Il rit de sa propre blague, un rire gras sans joie. Il va vers le frigo, se sert une bière sans demander. Il agit comme s'il était chez lui, comme si tout lui était dû. C'est le drame de l'enfant roi devenu un adulte tyran. Madeleine ne bouge pas. Elle le fixe avec une intensité qu'il ne lui connaît pas. D'habitude, elle baisse les yeux, elle cède, elle sort le carnet de chèques pour acheter la paix. Mais ce soir, quelque chose est mort en elle. Ou peut-être que quelque chose vient de naître, une colère froide, implacable. « J'ai été au cimetière, Jacques, » dit-elle d'une voix blanche. Jacques se fige la canette à mi-chemin de sa bouche. Il y a un silence lourd, coupable. Puis il hausse les épaules, tentant de jouer l'indifférence. « Ah, et alors, il pleuvait, non. Tu devrais pas sortir par ce temps, à ton âge. »« Où est ton père, Jacques? » La question claque. Jacques pose la bière. Il sait qu'il est coincé, mais il a préparé sa défense. Il a l'arrogance des lâches. « Écoute, maman, faut qu'on vive avec son temps. Une tombe au Père-Lachaise, tu sais combien ça vaut 20 000 balles, 20 000 euros qui dorment sous la terre pour des os qui ne sentent plus rien. J'avais des dettes, maman. Des vraies dettes. Des types qui rigolent pas. Papa, lui, il s'en fout, il est mort. Il n'a pas besoin de marbre. » Madeleine sent la nausée monter. Il parle de son père comme d'un actif financier d'une ligne comptable liquidée pour éponger des dettes de jeu. « Tu as vendu la concession. Tu as imité ma signature, » murmure-t-elle. Jacques s'énerve, il commence à faire les 100 pas gesticulant. « J'ai sauvé les meubles. Et puis arrête avec ton sentimentalisme. De toute façon, toi, quand tu passeras l'arme à gauche, je vais pas m'emmerder avec une tombe. Je te ferai incinérer. C'est plus propre, plus rapide. Hop, les cendres dans la Seine, c'est romantique et c'est gratuit. Tu veux quoi? Que je paie une rente au cimetière toute ma vie. » Les mots pénètrent en elle comme des poignards. Hop, les cendres dans la Seine. Comme on jette un déchet, comme on se débarrasse d'un vieux chien. Elle le regarde et elle ne voit plus son fils.
Elle voit un étranger, un parasite, qui attend sa mort avec impatience pour libérer le capital. Elle réalise soudain toute l'horreur de sa situation. Si elle ne fait rien, elle finira comme Marcel, vendue, dispersée, effacée. Il n'y a pas de limite à son ingratitude. Il n'y a pas de fond à son abîme moral. « Et l'argent ?» demande-t-elle doucement. « Les 20 000 euros. » Jacques renifle, fuyant son regard. « Il y en a plus. J'ai tout remboursé. Enfin, presque. Il me reste encore quelques ardoises. D'ailleurs, si tu pouvais m'avancer un peu sur la vente de l'appart. » Il ose. Il ose tout. Il vient d'avouer avoir profané la sépulture de son père, et il demande déjà la suite, la vente de l'appartement, le seul toit qui reste à sa mère. Il la voit déjà en EHPAD ou, pire, il ne se soucie même pas d'où elle ira tant qu'il a le cash. Madeleine se lève. C'est difficile, ses genoux craquent. Elle va vers sa chambre. « Je suis fatiguée, Jacques. Laisse-moi. » Jacques, surpris par ce manque de résistance, pense avoir gagné. Il pense qu'elle est trop vieille, trop faible pour réagir. « Ouais, repose-toi. On parlera de l'appart demain. Faut pas traîner, le marché immobilier peut baisser. Allez, salut, maman. » Il finit sa bière et écrase la canette sur la table en bois ciré. Une marque de mépris supplémentaire. Et s'en va. La porte claque. Le silence retombe. Mais ce n'est plus le silence de la solitude, c'est le silence de la stratégie. Madeleine ne pleure plus. Ses larmes ont séché, remplacées par une détermination d'acier. Elle ouvre son armoire. Elle en sort une petite boîte en bois, celle qui contient les cendres de Kiki, son vieux caniche mort l'an passé. Elle caresse le bois verni. « Toi, au moins, tu étais fidèle, » murmure-t-elle. Une idée germe dans son esprit. Une idée terrible, mais nécessaire. Jacques veut de l'argent. Jacques veut l'appartement. Il va voir de quoi une mère blessée est capable. Le lendemain matin, elle appelle Jacques. Sa voix au téléphone est chevrotante, parfaitement jouée. « Jacques, j'ai réfléchi. Tu as raison. Je suis vieille, cet appartement est trop grand pour moi. Et puis, si ça peut t'aider, viens ce soir. J'ai préparé les papiers. On va s'arranger. » À l'autre bout du fil, on devine l'avidité de Jacques, presque palpable. Il exulte. Il arrive à 19h, une bouteille de champagne bon marché à la main, le sourire carnassier. Il s'installe à la table de la cuisine. Madeleine a sorti une pile de documents. Des vieux titres de propriété, des relevés bancaires. Jacques a les yeux qui brillent. Il feuillette les papiers fébriles. « C'est bien, maman, c'est la bonne décision. Je t'ai trouvé une petite chambre dans une maison de retraite à Clichy-pas-cher. Tu verras, tu seras bien. Et avec la vente, je pourrai enfin monter mon affaire. » Il ment. Il n'y a pas d'affaire. Juste le jeu, les filles la friment. Madeleine le regarde signer une procuration qu'il a lui-même apportée. Il ne lit même pas. Il est aveuglé par l'appât du gain. « Voilà, » dit-il en posant le stylo. « Maintenant, l'appartement est pratiquement vendu. Je m'occupe de tout, t'inquiète pas. » Il se lève pour ouvrir le champagne. C'est à ce moment précis que la sonnette retentit. Un coup sec autoritaire. Jacques se fige. « T'attends quelqu'un ?» demande-t-il inquiet. Madeleine ne répond pas. Elle se lève, marche lentement vers la porte. Elle ouvre. Sur le palier, 2 officiers de police en uniforme et un homme en civil, l'air sévère. C'est le conservateur du cimetière accompagné d'un huissier. Jacques blêmit. Le bouchon de champagne lui échappe des mains et roule sous la table dérisoire. « Monsieur Jacques Leroux ?» demande l'un des policiers. « C'est moi. Qu'est-ce qu'il y a ?» balbutie le fils indigne. Le policier entre sortant une paire de menottes. « Monsieur, nous vous arrêtons pour faux et usage de faux en écriture publique, escroquerie au préjudice d'une personne vulnérable et violation de sépulture. » Jacques recule, heurtant la table. « Mais c'est une erreur, maman, dis-leur. Dis-leur que tu étais d'accord. » Il se tourne vers sa mère, les yeux exorbités, cherchant une complicité, un salut. Madeleine se tient droite, adossée au buffet Henri II. Elle ne tremble plus. Elle le regarde droit dans les yeux, avec une dignité royale. « Je n'ai jamais été d'accord, Jacques. J'ai porté plainte ce matin.
Le conservateur a témoigné. Tu as imité ma signature. Tu as vendu la tombe de ton père. Sa voix est calme, terrifiante de calme. Tu voulais l'héritage. Tu voulais tout vendre. Eh bien, tu as vendu ta liberté. Maman, tu ne peux pas faire ça à ton fils. Je suis ton fils, hurle Jacques, alors que les policiers le plaquent contre le mur pour le menotter. C'est le cri de la bête prise au piège, le cri de l'enfant qui pense que l'amour maternel est un élastique infini qu'on peut tendre jusqu'à la rupture sans qu'il ne casse jamais. Mais il a cassé. Hier, sous la pluie, devant une stèle inconnue, il a cassé. « Mon fils », répète Madeleine, comme si elle goûtait le mot pour la première fois et le trouvait amer. Mon fils n'aurait jamais laissé les os de son père finir dans un ossuaire commun. Mon fils n'aurait jamais menacé de me jeter à la Seine comme une ordure. Tu n'es plus mon fils Jacques. Tu es juste un homme avide qui a oublié d'où il venait. Elle se détourne. Elle ne veut pas le voir sortir menotté. Elle entend les bruits de lutte, les protestations, puis la porte qui se referme. Enfin, le calme revient. Les semaines qui suivent sont une épreuve d'un autre genre. Il y a les auditions, la honte de devoir raconter l'histoire devant des juges, devant des greffiers qui baissent les yeux par pudeur. Mais il y a aussi une mission, une dernière mission sacrée. Grâce à l'intervention de la police et à la saisie des comptes de Jacques, ce qu'il en restait, et en vendant ses derniers bijoux, Madeleine réussit à réunir une somme modeste. Elle retourne au Père-Lachaise, mais pas à la division 42. C'est fini, cette place est perdue, souillée par l'argent sale. Le corps de Marcel a été retrouvé dans l'ossuaire provisoire, ce hangar lugubre où l'on entasse les oubliés. C'est une vision d'horreur qu'elle emportera dans sa propre tombe, mais elle a tenu bon. Elle a fait procéder à une exhumation administrative. Nous sommes maintenant 6 mois plus tard. C'est le printemps. Madeleine est dans un petit cimetière de banlieue à Ivry. C'est moins chic que le Père-Lachaise. Il n'y a pas de touristes qui viennent voir la tombe d'Oscar Wilde ou d'Édith Piaf. Il n'y a que le chant des oiseaux et le bruit lointain du périphérique. Mais c'est calme. Devant elle, une nouvelle tombe. Simple. Une pierre grise, modeste, propre. Sur la pierre, elle a fait graver « Ici repose Marcel Leroux et son épouse Madeleine, unis à jamais. » Elle a laissé sa propre place à côté de lui. Elle a verrouillé la concession avec un acte notarié blindé, inaliénable, légué à une association de protection des animaux qui veillera sur la tombe après sa mort. Jacques ne pourra jamais y toucher. Jacques ne pourra jamais la vendre. Elle pose un pot de géranium sur la pierre. Elle s'assoit sur le petit banc de fer forgé à côté. Elle est seule, terriblement seule. Elle n'a plus de fille. Jacques est en prison. Et quand il sortira, elle ne sera plus là, ou elle aura fait en sorte qu'il ne puisse plus l'approcher. Elle a perdu sa famille vivante pour sauver sa famille morte. C'est un choix terrible, n'est-ce pas? Un choix qu'aucune mère ne devrait avoir à faire. Mais en regardant le nom de Marcel gravé dans la pierre, elle ressent une paix profonde, une sérénité qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Elle lui parle doucement. « Tu vois, Marcel, on est moins à l'étroit ici. C'est plus tranquille. Et au moins, ici, personne ne viendra nous déloger. J'ai tout arrangé. Tu peux dormir. Je te rejoins bientôt. » Elle reste là un long moment, profitant du soleil pâle de mars. Elle pense à toutes ces femmes, à tous ces hommes de sa génération qui ont construit pierre par pierre un patrimoine pour leurs enfants, espérant la reconnaissance ou au moins le respect, et qui se retrouvent dépouillés non pas par des voleurs de grands chemins, mais par leur propre chair, par leur propre sang. C'est le crime le plus parfait, car il se commet à huis clos, sous couvert d'amour familial. Quelle leçon tirer de cette histoire tragique, mes chers amis? Peut-être que la confiance n'exclut pas la méfiance même en famille. Surtout en famille. Peut-être qu'il faut protéger ses arrières, même contre ceux qu'on a mis au monde. C'est dur à dire, c'est dur à entendre. Mais quand l'argent devient le seul Dieu, le lien du sang ne pèse plus rien face au poids de l'or. Madeleine se relève. Elle a mal au dos, mais elle se sent légère. Elle a sauvé l'honneur des Leroux.
Elle rentre chez elle dans son appartement qu'elle a mis en viager, à une agence pas à son fils, pour s'assurer une fin de vie digne avec une aide à domicile. Elle prendra le thé, regardera ses vieux albums photos et pour la première fois depuis longtemps, elle n'aura pas peur que le téléphone sonne. Elle n'aura plus peur de son fils. Et vous, connaissez-vous bien ce que vos enfants ou vos proches préparent? Avez-vous vérifié vos papiers, vos assurances, vos clauses bénéficiaires? On pense toujours que ça n'arrive qu'aux autres, que chez nous, c'est différent. Jusqu'au jour où l'on arrive devant une tombe et qu'on découvre un nom étranger gravé à la place du sien. Jusqu'au jour où l'huissier frappe à la porte. Prenez soin de vous. Protégez-vous. Et surtout, n'oubliez jamais, le respect des aînés n'est pas un dû. C'est une valeur qui se perd et qu'il faut parfois défendre, hélas, devant les tribunaux. Madeleine l'a appris dans la douleur. Espérons que son histoire servira de bouclier à d'autres. La nuit tombe sur le petit cimetière d'Ivry. Les grilles vont fermer. Mais Madeleine s'en moque. Elle sait maintenant où elle ira. Elle a sa place. Et personne non plus, personne ne pourra la lui prendre. C'est une victoire amère, une victoire de cendres et de larmes, mais c'est une victoire quand même. Celle d'une mère courage qui a dit non à l'inacceptable. Je vous laisse sur cette image, une vieille dame qui s'éloigne à petits pas, le dos droit, sous les premiers bourgeons du printemps. Elle a tout perdu, mais elle a gardé l'essentiel, sa dignité et sa fidélité à l'homme de sa vie. Au fond, n'est-ce pas là la seule richesse qui vaille la peine d'être emportée dans l'autre monde? Si cette histoire vous a touché, si elle a réveillé en vous des souvenirs ou des craintes, ne gardez pas ce poids pour vous. Parfois, le simple fait d'en parler, de partager son expérience, permet de briser la solitude et d'ouvrir les yeux. Je lis tous vos messages, vous le savez. Dites-moi en commentaire, auriez-vous eu le courage de Madeleine? Auriez-vous pu dénoncer votre propre enfant pour sauver la mémoire de votre époux? C'est une question terrible, je le sais. Mais la vie nous pose parfois des questions auxquelles il n'y a pas de réponse facile. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin des vôtres et surtout, prenez soin de vous. À très bientôt pour une nouvelle histoire vraie.